autorité quand il a choisi de mettre en sourdine. Ben, Giovanni, tu as choisi de mettre ton truc en sourdine. Apparemment, je ne peux pas te... Bon, voilà, c'est bon. Allez, Giovanni, vas-y, tu as la parole. Dis-nous ce que tu penses. Bon, je vous ai bien écouté, M. Boni. Beautiful, dit Roger Milan. Voilà, vas-y. Par rapport aux critères que vous avez énoncés, donc vous primez les compétences continentales par rapport aux compétences extérieures européennes. Bon, moi d'abord je vais aller sur le principe que je vais aller à partir des années 2000 parce que moi j'ai pas vu les joueurs, j'ai pas vu les joueurs des années 90 ou les joueurs. Bon, moi je vais aller à partir des années 2000 jusqu'à maintenant. Donc pour moi, non, Giovanni, je vais te laisser quand même développer comme tu dis. Mais je pense aussi que quand on vient partager son avis dans un lac comme celui-ci-là, on s'instruit quand même. Non, on lit. Et nous, on a trouvé que c'est une paresse de la jeunesse d'aujourd'hui de dire oh, maman, je commence en 2000. Si quelqu'un commence à juger les joueurs de tous les temps à partir de 2000, mais tu sais qu'à partir de là, déjà même, sur la copie, on te met au sujet, tu peux pas avoir la moyenne temps, on t'élimine. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a été offusqué d'apprendre qu'un joueur, voilà, Hugues Nico a ajouté Emmanuel Adebayor du Togo, en effet. C'est pour ça qu'on est offusqué que même des joueurs comme Tchédjou, international camerounais, il dit que oui, mais moi je n'ai pas vu, je ne connais pas tel ou tel, disons que je ne connais pas, donc mon meilleur joueur c'est tel. C'est même idiot. C'est idiot. Il faut se cultiver, il faut se renseigner. Et les gens parlent. Il y a même des réseaux qui parlent de l'histoire du football. Un footballeur ne peut pas se permettre de dire qu'il ne connaît pas ses prédécesseurs. Ce n'est pas possible. Parce que quand il était petit, les Milas jouaient déjà. Les Togo finissaient peut-être de jouer, mais après il y a quand même une histoire qu'on t'apprend, qu'on te raconte, et tu as tenu compte de ça. Donc, honnêtement, ce n'est pas une excuse pour vous, les jeunes d'aujourd'hui, de vous dire que moi je ne connais pas, mais si on ne connaît pas, on a vu, et tu as dû voir les extraits de la Coupe du Monde 90 par exemple. Donc, tu as dû voir les exploits d'un monsieur de 38 ans, mais il a mis les fesses des joueurs à terre. C'est juste pour prendre cet exemple. Je vois, oui. Non, monsieur, vous avez complètement. Vous avez raison. Vous savez que nous, les jeunes aussi, bon, c'est que regarder les extraits et vivre le moment à l'instant T, c'est pas la même chose. Mais bon, je vous comprends bien. Moi, je pourrais dire que par rapport aux top joueurs africains sur le continent, moi, mon top 5, si je donne mon top 5, je vais commencer par on appelle comment le joueur non, dans ton meilleur, on voit que tu n'as pas préparé ton speech. Quand j'ai parlé longtemps, tu aurais pu préparer. Donc c'est qui mon meilleur, c'est tel, sur tel ou tel critère. Sur les critères que je te donne, mon meilleur, c'est celui-ci, et je le dis sur la base de ceci. Vas-y. Sur la base, moi je passe sur les bases que vous avez énoncées. Donc sur la base continentale, je partirais plus pour non, attends, Giovanni, non, tu n'es pas prêt, je t'ai déjà dit ça là. Il faut, ne prends pas la parole pour prendre la parole. On est dans une émission sérieuse. Non, attends-moi. Non, je vais te couper le micro. Je t'ai déjà dit ça là. Tu ne t'entends pas parler, nous on t'entend. Quand on voit ça, on sent quelqu'un qui ne sait même pas, il ne sait de rien, il ne sait pas ce qu'il dit, il est en train de réfléchir. Donc, prends ton temps de réfléchir, on est encore là, prends le temps de réfléchir. Quand tu pourras être structuré et parler sans
tu as un cahier, tu prends même les notes parce que bon, ça semble un peu, c'est très laborieux là, c'est pas bon. Donc, je vous attends, Hugues, Miko, là maintenant, bon, tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est quoi ton... Parce qu'au départ, tu avais dit Samuel Eto'o. Bon, tu l'avais dit, mais tu es quand même un peu d'accord sur les critères en parlant de l'impact d'un joueur dans son équipe. Dans son équipe. L'impact du joueur, c'est quoi qui fait de lui donc le meilleur? Je vois pas ce que vous dites. Bon, donc là, moi, je vais peut-être commencer par élimination. Hugues a ajouté Emmanuel Adebayor dans la liste. Donc, on a Togo, Emmanuel Adebayor, Nigeria, Okocha. On a pu citer aussi d'autres très grands, parce que le Nigeria a quand même connu beaucoup de très grands joueurs. Mais bon, je crois que le plus emblématique ici, là, c'est JJ Okocha. Donc on va prendre Bouba Wangé. Oui, Wangé sur TikTok, il veut se faire intervenir. Bouba, tu as la parole. Oui, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô, Bouba? Oui, vous m'entendez? Allô? Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, là maintenant t'entends. Oui, allô, bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci de participer. Oui, alors moi je prends le sujet très au sérieux parce que bon, je suis amateur de football, je suis le football depuis pas mal d'années. J'ai regardé pas mal de vidéos d'anciens joueurs africains qui ont marqué l'histoire. Et moi, celui qui ressort, c'est Salif Keïta. Parce que Salif Keïta, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien joueur international malien qui a joué à Saint-Étienne, qui a joué à Marseille, qui a eu un parcours qui a inspiré énormément la jeunesse africaine, parce qu'il est arrivé en Europe dans une période où c'était pas forcément facile même de voyager pour un Africain. Il s'est imposé tout de suite à Saint-Étienne, il a fini meilleur buteur, il a gagné le championnat de France, il a glané pas mal de trophées, et notamment celui de premier ballon d'or africain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Il a emmené le Mali jusqu'en finale de la CAN. Malheureusement, ils l'ont pas gagné contre le Congo, il me semble. Mais franchement, c'est... Rappelle, non, va jusqu'au bout. Il a mené le Mali à la finale de la CAN. Il faut parler de quelle CAN? C'était quelle CAN? Dans quel pays? Alors le pays, je sais plus, mais je crois que c'était en 72. Alors, mais je vais te dire, c'est pas compliqué. Le pays, c'est le Cameroun. Voilà, au Cameroun en 1972, il me semble. Exactement. Et donc, voilà, c'est une performance remarquable et malheureusement, voilà, il aurait encore plus marqué son époque s'il avait remporté cette CAN. Mais voilà, il a même inspiré il y a un film qui a été tourné pour Salif Keïta, qui a eu un grand succès, qui a marqué moi ma jeunesse. C'est un de mes films préférés, c'est Le Ballon d'Or, avec le petit garçon, si vous vous en souvenez, qui s'appelait Bandian. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de Salif Keïta, tout ce qu'il a traversé en Afrique pour arriver jusqu'en Europe et devenir ce génie du ballon. Bouba, je vais te relancer. À
partir du commentaire de Hugues Miko sur YouTube. Je vais te relancer. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour mettre des personnes aux opinions différentes, divergentes, d'accord, il faut avoir une même base de réflexion, c'est-à-dire que les mêmes critères de jugement. Si nous n'avons pas les mêmes critères de jugement et si nous n'accordons pas le même nombre de points à chaque critère, oui, ça va toujours aller dans le sens. Une fois de plus, mettons-nous d'accord sur quelle est l'importance qu'on accorde à tel ou tel critère. Toi, tu venais de dire que Salif Keita est pour toi le meilleur de par son parcours, d'abord en club européen, Saint-Étienne, puis Marseille. Et l'époque aussi, une époque difficile, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas comparer des époques aussi éloignées que celle de la période de Salif Keita, de Jean-Pierre Tokoto, et après même la période de Roger Mila à celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ok, on est tous d'accord avec ça. Et c'est peut-être même parce que nous devons être d'accord avec ça que le critère du palmarès en club, qui sont les clubs occidentaux, ne doit pas tenir. Puisque Salif Keita va performer chez les Blancs à une époque où le racisme est prégnant. Donc, émerger là-bas, c'est très compliqué. Pourtant, il a réussi, mais c'est à Saint-Étienne et c'est à Marseille. Mais ce n'est pas Real Madrid, ce n'est pas Barcelone, où on sait même que les Français, parce qu'ils ont colonisé l'Afrique, étaient un peu plus habitués aux Africains. Dieu sait c'est que ce n'est que maintenant qu'on voit des Noirs dans l'équipe espagnole. En Italie même encore, c'est la magie. Donc, que Didier Drogba, ou Yaya Touré, ou Samuel Eto'o aient joué à Barcelone, là, ces derniers temps, est-ce qu'ils auraient joué à Barcelone s'ils étaient de l'époque de 1960? Je pense que tous auront dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas parce que Eto'o joue à Barcelone qu'il est meilleur que Salif Keita qui n'a joué qu'à Saint-Étienne. Bon, à l'époque, Saint-Étienne, c'était un des meilleurs d'Europe. Hein. Non. Bouba, oui, c'est même pour dire combien Salif Keita était effectivement un grand, je suis d'accord avec toi. Mais Saint-Étienne n'a pas gagné une coupe d'Europe. Des gens vont te dire ça. Ils étaient en finale, ils avaient perdu une finale là dans les années 70. S'il te plaît, nous sommes dans un truc sérieux où il y a 1 million d'avis. Et à partir du moment où il y a 1 million d'avis, pour avoir le moins d'avis possible, restons sur des critères durs. Laissons les histoires de deux jouer la finale. Non. Le palmarès de quelqu'un, c'est tu as gagné une finale ou pas. Ce n'est pas j'ai joué une finale. Restons sur des critères durs, s'il te plaît. Sinon, on va se perdre. Je dis simplement que comparer la prestation dans les clubs, c'est compliqué et ce n'est pas objectif. Parce que nous comparons des gens d'époques très différentes. Et l'accès à des clubs n'est pas le même dans l'époque de Salif Keita et l'époque de maintenant. Vous avez aujourd'hui, je tiens à rappeler aux gens que Jérémy Djita est champion d'Europe avec le Real Madrid. Champion d'Europe, Jérémy Djita. Mais on ne va jamais citer Djita parmi les meilleurs joueurs africains. Pourtant, le palmarès en club de Jérémy Djita, mais rend jaloux n'importe quel grand joueur. C'est donc pour vous dire que vraiment, recentrons-nous sur l'équipe nationale. C'est là où nous devons dire qui est le grand. Parce qu'en équipe nationale, le mec a porté son équipe nationale, l'a amené au sommet du football africain d'un côté et mondial de l'autre. Et donc c'est pour ça
redonne la parole plus bas. Je vais revenir sur Hugues Nico. Hugues, quand tu me dis, pour toi, Samuel Eto'o est le meilleur, je fais mes fixations là. Donc je veux bien être d'accord avec toi. Je suis là aujourd'hui pour être le plus objectif possible. Parce que tu cites, il a 2 cannes. 2 victoires, une victoire aux Jeux Olympiques. Tous les titres européens, sauf Ballon d'Or. À l'équipe nationale, meilleur buteur de l'équipe nationale. Ok. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit ceci. Le titre de meilleur buteur, pour moi, c'est un faux truc. Être meilleur buteur n'a rien à voir avec être meilleur joueur. Le meilleur buteur peut être celui qui ne sait pas jouer au ballon, qui est avançant, qui se retrouve toujours à l'endroit où le ballon tape son tibia, ça entre dans les buts. Ça peut être ça un meilleur buteur. Le meilleur buteur a une consécration qu'on appelle ballon soulier d'or. Le meilleur joueur peut être un gardien de but. Le meilleur joueur peut être un défenseur, peut être un milieu récupérateur. Donc vraiment de grâce, dans cet exercice, ce que je me veux vraiment sérieux, parce que c'est difficile. Et nous devons arriver à un consensus. Laissons les critères qui ne sont pas de bons critères, parce que sinon nous allons nous perdre. Donc enlevez-moi l'histoire du meilleur buteur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est un faux critère. Parce que vous allez trouver que peut-être en Éthiopie, il y a un mec qui a claqué des buts 2 fois plus que le meilleur buteur du Sénégal ou de d'autres. Il est meilleur buteur, mais pour autant on ne le connaît même pas. Donc ça déjà c'est un critère à enlever. Le critère de tous les titres européens, c'est ce que je vous ai dit ici là, Hugues Nico. Moi, je ne pense pas qu'il faille considérer le palmarès en club. Parce que Eto'o qui a joué au Barcelone, je suis désolé, Mila aurait pu jouer à Barça. Si Mila était né à l'époque d'Eto'o, Mila avait sa prestation stratosphérique de la Coupe du Monde 90. Si cette Coupe du Monde 90, on l'avait ramené à une époque où on pouvait, parce qu'il a joué en 90, il avait 38 ans. On ne va pas signer quelqu'un qui a 39 ans. Voilà. Si Mila avait joué à l'époque d'Eto'o, Mila aurait pu jouer à Barcelone ou Real. Mila, tu mets Mila dans une équipe où tu as Xavi, Iniesta, Yaya Touré, Messi. Mais comment Mila ne va pas claquer 1000 buts? Comment? Donc c'est pour vous dire que le palmarès d'Eto'o, ou de Drogba, ou de Yaya Touré, en club, pour moi, il ne peut pas faire partie des critères durs que nous voulons. Parce que ils ont joué avec des coéquipiers qui font que si tu es bon joueur, tu ne peux pas être bon. Mais maintenant, est-ce que Eto'o, quand il était au Barcelone, était-ce lui le patron du Barça? Est-ce que c'était le meilleur joueur de Barcelone? Eto'o n'a jamais été le meilleur joueur de Barcelone. Il était un bon joueur dans une bonne équipe où les patrons, on les connaissait. C'était Ronaldinho. Quand c'était l'époque de Franck Rijkaard comme entraîneur. Quand Guardiola est venu, les patrons, enfin, tu avais Ronaldinho, tu avais les décos. Et après, c'est les Iniesta, les Xavi, Van Messi qui sont devenus les patrons. Mais Eto'o était quand même un bon joueur. C'est vrai comment j'appelle. Eto'o a été, allez, au Barcelone, disons un colonel. Mais il y a eu des généraux. Donc son palmarès en club, il n'est pas exceptionnel dans le sens où il n'a pas été le meilleur joueur de Barcelone. Il a gagné des titres dans une équipe qui ne pouvait que gagner des titres. Je veux donc dire que finalement, comparons les choses comparables. L'équipe nationale, revenons
revenons à l'équipe nationale. C'est à l'équipe nationale que ça se joue. Nous parlons du meilleur joueur africain. Le meilleur joueur africain doit sortir parmi les joueurs qui ont fait de leur équipe nationale des vainqueurs. Donc, quand vous me dites Eto'o, à l'équipe nationale, est champion olympique, je dis que ok, je prends. Mais maintenant, nous allons discuter ensemble quelle est la valeur des Jeux olympiques, quelle est la valeur dans le concert mondial. Gagner des Jeux olympiques et gagner une CAN, si on demande aux Africains, je dois gagner les Jeux olympiques ou je dois gagner la CAN. Je dis pour moi, je dis, je prends la CAN. Les Jeux olympiques, c'est les joueurs amateurs, plus trois petits bonhommes là qui veulent aller s'amuser. C'est ça les Jeux olympiques. Donc pour moi, ce n'est pas un titre majeur. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais c'est quand même l'équipe nationale. Donc on y va. La CAN, oui, Eto'o a 2 CAN. Est-il le seul joueur africain à avoir 2 CAN? Je vais dire non. Parmi les nominés là, Mané a 2 CAN. Mina a 2 CAN. Pour ne citer que les deux là. Maintenant, est-ce que Eto'o, dans cette CAN gagnée, était général ou il était lieutenant-colonel? C'est là où on doit axer le débat. Mané a 2 CAN. Mané est général des 2 CAN gagnés par le Sénégal, où il est colonel ou lieutenant-colonel ou sergent. C'est là où le débat doit s'axer pour moi. Mina a 2 CAN. Est-ce que Mina est général ou il est simple soldat? C'est là où nous devons débattre réellement. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'impact d'un joueur. Quel est l'impact d'un joueur dans les titres de son équipe nationale? Quand Mané était le patron du Sénégal, est-ce que le Sénégal a eu de belles prestations ou pas? Quand Mina était le patron du Cameroun, parce qu'il a été le patron, est-ce que le Cameroun a eu des résultats positifs ou pas? Quand Yaya Touré ou Drogba était patron, est-ce que la Côte d'Ivoire a eu des titres ou pas? Okocha, pareil. Eto'o, pareil. À mon avis, c'est là que nous devons centrer le débat. Et je vous redonne la parole. Donc, Bouba, donc même Salif Keita, parce que là, plus de quoi tu as Salif Keita. Ouais. Salif Keita, en équipe nationale donc, du Mali, tu as cité tout à l'heure, il a été vice-champion d'Afrique. Bon, vice-champion d'Afrique. Après, pour être plus objectif, c'est vrai que j'étais pas forcément objectif parce qu'en tant que Malien, forcément, bon bah, le cœur il porte plus sur le Mali, mais par rapport aux critères que tu viens de dire, t'as raison. Bon, en équipe nationale, bah si on se base sur ces critères-là, l'un des meilleurs joueurs c'est Ahmed Hassan, quoi, l'Égyptien, parce que il a 4 coupes d'Afrique. Il a été toujours influent dans les rencontres, dans les coupes d'Afrique. On l'a vu dans les années 2006, 2008, 2010, 3 CAN d'affilée, c'est le recordman. Donc, bah il a quand même marqué le football africain de son empreinte. Le jour où il y a un joueur qui remportera 4 CAN, bon bah voilà, c'est un record qui va être très 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 difficile à battre, toute génération confondue, qu'on prenne les années Salif Keita ou les années même Sadio Mané qui est énorme. Bah personne a gagné 4 CAN, Sadio Mané n'en gagnera pas 4, Eto'o non plus. Donc vraiment, si on se base sur les critères internationaux, celui qui a le plus marqué son époque, le joueur le plus influent, le plus important, parce en plus c'était pas un second couteau, quoi. Quand il jouait avec l'Égypte, il était capitaine, il a marqué un but, je crois en 98, en finale contre l'Afrique du Sud. Donc non, c'est un grand monsieur. En tant que jeune, même en fin de carrière, gagner 3 coupes d'Afrique, enfin c'est
c'était impressionnant. On avait l'impression que l'Égypte, pourtant c'était pas une époque où il y avait pas des grands joueurs, hein. Il y avait les Mboma, il y avait les Okocha au Nigeria, il y avait des grands joueurs au Maroc avec les Nourdine Naïbet, etc. Enfin voilà, c'était une grosse époque ces années-là. Et malgré tout, l'Égypte, il y avait aucune contestation. C'était 4 coupes d'Afrique, dont un Hassan incroyable. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Bonne continuation pour la suite. On s'éclate. C'est dans le respect. C'est vraiment intéressant. Donc, je me suis abonné et je vais continuer à vous suivre parce que c'est des bonnes analyses et c'est pas ce qu'on entend avec Jérôme Roten là sur RMC, quoi. Merci de ces mots gentils et je pense que tout le monde aura apprécié votre contribution et d'ailleurs l'approche et surtout l'honnêteté parce que moi j'ai toujours dit honnêtement c'est le jeu, c'est bien d'être passionné, c'est bien d'être même fanatique, c'est bien d'être un inconditionnel de tel ou tel, mais à un moment donné dans la vie, je pense que la vérité n'a pas de frontières, la vérité n'a pas de couleur. À un moment donné, il faut savoir reconnaître des choses. Et ça, c'est ce qui est un peu compliqué avec certains de nos compatriotes camerounais. Vous ne savez peut-être pas, au Cameroun, on parle de Eto'o, Mouto et Lysien, ceux qui sont des inconditionnels de Eto'o. Eto'o, il a eu une carrière formidable. Mais on peut aussi parfois dire que tout n'est pas beau, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais si on le dit et qu'on argumente, il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des arguments qui sont recevables. Et après on avance. Et là, notre cher Bouba, il est venu en donnant les arguments sur lesquels Salif Keita, après il a reconnu que c'est vrai que c'était pas son compatriote, mais que si on va regarder objectivement, oui, certainement pas. Et il nous a sorti un nom que j'avais oublié, Oussam Hassam, effectivement, qui est ce grand joueur égyptien qui a gagné effectivement beaucoup de coupes d'Afrique, 4. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait un impact au sein de son équipe et qui a mené cette équipe-là au sommet de l'Afrique. L'Égypte étant aujourd'hui le pays le plus titré. Voilà, donc ça, pour moi, ça parle. Ça, c'est objectif. On est dans un critère dur. Voilà, on est dans un critère dur. Donc, Steve est là. Steve va effectivement nous donner son avis. Je vais donner mon avis. Oui, Giovanni, tu as peut-être je vais te donner la parole. Je vais ouvrir le micro. Je vais te laisser un peu Steve nous dire ce qu'il pense et après je te donne la parole. Alors, Steve, quel est ton avis sur ce fameux débat, cet éternel débat, et qui aujourd'hui a été relancé après cette Coupe des Nations et puis la prestation plus que intéressante de Sadio Mané. Qu'est-ce que tu penses? Qui est pour toi le meilleur joueur africain de tous les temps? Oui, bonsoir prof. Voilà, je suis monté, c'est pas... Je vais être un peu hors sujet. Parce que je suis un peu étonné, avec tout le respect, toute l'admiration que j'ai pour vous, je suis un peu étonné de vous voir avec le maillot marocain. Avec tout ce qui s'est passé, le contexte de ce qu'on a vu hier. Tout le mépris qu'ils ont affiché envers les Africains, je me pose la question, qu'est-ce que vous faites avec le maillot marocain? C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a une motivation particulière. Moi, j'aimerais un peu comprendre, quoi. Ok. Très bonne question. Très bonne question. Et moi, je lui dis, moi, je n'ai pas de débat tabou. Je n'ai pas de débat tabou. Contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas discuter. Mais évidemment, tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans la courtoisie, il n'y a aucune difficulté pour moi de débattre et de m'expliquer. Et c'est un bon sujet, c'est une bonne question. Je ne fais pas partie des gens qui, très rapidement, considèrent qu'il y a la guerre entre deux peuples, entre deux races, entre deux parties d'un continent. Le football est devenu
question de vie ou de mort. Et puis donc voilà, directement, nous les Noirs, rapidement, on devient solidaires. Les Noirs de l'Afrique subsaharienne, on dit, voilà, on vous avait toujours dit, j'ai vu des posts, les gens disent, ces gens-là, les Arabes, ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont jamais aimés, ils voulaient être en Europe, mais bon, l'Europe les a refusés, et ils ne se sentent pas africains, donc on va... Moi, je trouve qu'on est un peu trop dans l'émotion. On est un peu trop dans l'émotion. Et c'est ça qui, moi, me gêne. Et mon rôle, à moi aussi, avec ma petite connaissance de la vie, des voyages, des peuples, j'en connais, j'ai traversé des époques. Je dois un peu vous ramener à... On se calme, c'est le foot, voilà, il n'y a pas la guerre. Là où on doit être même plus nerveux, on ne l'est pas. Voilà. On a quand même des problèmes de gouvernance dans nos pays africains. Voilà, on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Tanzanie, on voit ce qui se passe en Ouganda, le Cameroun, tout ça. Voilà des questions, des vraies questions où moi j'aimerais que les Africains se disent quand même, on est des êtres humains, on doit donner une autre image de l'Afrique que celle-là. On ne le fait pas maintenant. Pour un football, ce n'est que le football, ce n'est que le football, ce n'est que le football. Pour une histoire de football, on a vu voilà, des Marocains, ce n'est pas le Marocain, ce n'est pas le Maroc, c'est des Marocains, des égarés, ont eu des comportements égarés. Moi je laisse le fait de jeu, parce que le fait de jeu, nous savons tous qu'il finit. Très honnêtement, ce qui a eu là comme fait de jeu, c'est pas la chose la plus scandaleuse que le football ait connue. Parce que des injustices dans le football. Si vous voulez qu'on aille faire vraiment la littérature des injustices dans le football, ben vous avez à boire et à manger. Partout dans le monde, en Occident d'Europe, la main de Maradona en 90 ou en 86, la main de Maradona, le tacle assassin de Schumacher, gardien allemand sur Battiston, le français, même pas un demi-carton jaune, même pas un demi. L'Allemagne devait finir à 10 et la France menait même. Donc, ouais, il y a tellement, le football c'est ça. Or là, hier, c'est vraiment que l'arbitre a commis l'erreur, si c'est une erreur, de siffler une faute avant le but. Et comme on dit, apparemment ça c'est les règles de la VAR. Du moment où l'arbitre a sifflé avant, on ne sollicite pas la VAR. Donc c'est pas quand même l'erreur la plus flagrante que le monde ait déjà connue. Maintenant, le pénalty marocain, c'est un pénalty. C'est un pénalty. Bon, les Sénégalais ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont... voilà, on ne peut pas juger ça. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'à leur entraîneur dit que bon, sortez du terrain. Ça aussi, ce qui est condamnable, il va être sanctionné. Bon, voilà, donc, à un moment donné, nous, les Africains noirs, cessons de faire des caliméros, de pleurer à une injustice. Quand ça, on a l'impression qu'on subit une injustice, les Sénégalais n'ont pas subi la pire des injustices. On a eu pire que ça. Même nous, le Cameroun, on a eu pire que ça. Bon, mais parce que c'est ce que nous-mêmes nous ne considérons pas comme nos frères. Nous savons souvent voir que les Arabes ne nous considèrent pas comme nos frères. Nous-mêmes, nous ne les considérons pas comme nos frères. Directement, on voit un problème de peau, on voit un problème de c'est les Arabes qui nous aiment pas et tout ça là. Voilà. Et on en fait un drame. Il n'y a pas mort d'homme. C'est même que le football. Voilà. Moi, j'ai été au Maroc. Je crois que vous le savez, j'ai été au Maroc. J'ai vu un pays accueillant. J'ai vu un peuple marocain qui a ses qualités, qui a ses défauts, comme nous en avons. Vous voulez qu'on parle des compétitions dans certains pays africains? Au Nigeria, je vous assure que demandez à Joseph Antoine dans quelles conditions ils sont souvent allés au Nigeria, comment est-ce qu'on faisait tout pour les faire perdre un match avant même de l'avoir joué. Mais si c'est qu'ils étaient allés dans un pays maghrébin, on a dit c'est les racistes et tout. Non. Calmons-nous. Donc, je ne vois pas pour quelle raison. Et je vois que il est parti. Je ne vois pas pour quelle raison je ne vais pas porter
le maillot d'un pays qui a organisé une Coupe des Nations, qu'il a bien organisée. Moi, j'y ai été. Simplement parce que il s'est passé des choses pour lesquelles même les Sénégalais ont une part de responsabilité. C'est quand même eux qui ont voulu sortir du terrain. Ah, je suis désolé, ça ne se fait pas. Donc voilà, donc j'assume que j'ai porté le maillot d'un pays africain qui a organisé la CAN et que je soutenais, que je supportais. Pour moi, c'est l'équipe qui a produit le meilleur football. Pour moi, c'est l'équipe qui a produit le meilleur football. Mais sauf que ça s'est joué sur un détail. Vous avez vu, hein? Ça s'est joué sur un détail. Son joueur va faire une panel qui n'a pas lieu d'être et ils auraient pu gagner. Voilà. Donc j'ai répondu à la question, malheureusement, il est parti pour peut-être renchérir. Donc Giovanni, je te donne la parole. Ouais. Bon, vous savez comment, je vais revenir après, vous avez dit que le Maroc a produit le meilleur football, mais moi je ne suis pas d'accord sur ça. Mais bon, on va revenir après. Mais bon, pour moi, pour l'impact des joueurs, moi je pense que moi j'aurais plus pour Roger Mila. Pourquoi? Parce que de un, il a eu 2 CAN, il a été très impactant sur les 2 CAN et aussi son impact à la Coupe du Monde 90 avec le Cameroun. Et c'est l'un des joueurs africains qui a eu le plus d'impact à la Coupe du Monde. Bon, pour moi c'est ça. Deuxième joueur, j'irais pour Ahmed Hassan. 4 Coupes d'Afrique, le triplé historique 2006, 2008, 2010, où il sort, je pense, meilleur joueur sur les 3 tournois. C'est quand même extraordinaire. Et je pense qu'aucun Africain n'a fait ça. Aucun Africain n'a été sorti 3 fois meilleur joueur sur 3 Coupes d'affilée. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire ça. Bon, lui, je lui pénalise au niveau de. Il n'a pas eu d'impact sur le plan international à la Coupe du Monde. Il n'a aucun club européen. Et troisièmement, j'irai pour Mané. Moi, j'irai pour Mané parce que ce qu'il vient de réaliser, quand même, sur les 2 Coupes d'Afrique, il a été un des acteurs majeurs du Sénégal. Cette Coupe d'Afrique au Maroc, son geste qu'il a posé contre le Maroc a fait de lui un leader incontestable. Et 4e joueur, j'irai pour Eto'o. Ouais, j'irai pour Eto'o. Il a 2 CAN aussi. Sur le plan continental, c'est vrai que sur les 2 CAN, il n'a pas été un atout majeur. Pourquoi? Parce que sur la CAN de 2000, c'est pas Eto'o l'homme fort. L'homme fort, pour moi, c'est Mboma. C'est Mboma. Et même la CAN de 2002, c'est toujours Mboma. Mais il était bon en club par contre. Mais quand même, Eto'o, je lui donne quand même ce crédit-là où il a quand même il était un bon joueur. Meilleur buteur de la CAN quand même. C'est pas rien. Voilà. Et comme 5e, j'irai pour Yaya Touré également. Et 6e, Georges Weah pour le Ballon d'Or. Ouais. Donc voilà mes tops. Très bien, Giovanni. Tu vois que quand... Je vais donner la liste en fonction des critères que vous m'avez donnés. Je suis d'accord. Tu vois que quand tu prépares ton sujet, tu l'abordes et vraiment, on ne peut qu'apprécier parce que moi j'apprécie ton approche et même j'ai même envie de dire que je suis presque partant pour ton classement. Je suis presque partant. Je suis presque partant. Et Hugues Miko, là je marque qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais je ne sais pas si quelqu'un voudra intervenir. Je vais encore remettre l'invite. Hugues Miko, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Mané général, Mboma Patrick général, Milan Roger général en équipe. Drogba n'a pas eu assez de titres. Yaya Touré n'a pas eu assez de titres en équipe. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, il est déjà en train de nous dire que pour lui, le meilleur joueur sortirait entre Mané, Patrick Mboma
Roger Mila, je pense que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. Ahmed Hassan, Voilà. si on va aller sur le plan, il a eu 4. Tout à fait. Tu l'as dit, et il y a aussi Bouba qui était d'accord avec ça, que Ahmed Hassan, l'Égyptien, effectivement, avait 4 cannes, capitaine, leader, donc un impact certain, il doit être là. Et je suis d'accord que... Pardon? Mais par contre, c'est sa statut international qui le pénalise. Okay. Donc, et c'est pour ça qu'on est en train d'affiner le classement. Parce que si on regarde, et si on est tous d'accord que vraiment c'est l'équipe nationale qui prime. Et équipe nationale, c'est compétition africaine et compétition internationale. Compétition internationale pour un pays africain, c'est la Coupe du Monde. Donc, nous avons 2 compétitions qui doivent départager les très grands. L'impact que ces gens ont eu dans les compétitions continentales et à la Coupe du Monde. Donc, on voit que le cercle se rétrécit. Si on a donc dans le panier Eto'o, Roger Mila, Didier Drogba, Yaya Touré, Ahmed Hassan, et je ne sais pas pour qui, et qu'au niveau continental, on a déjà dit que Mané et Roger Mila plus Ahmed Hassan sont en tête de liste. Ahmed Hassan avec 4 titres, Mané avec 2 et Roger Mila avec 2. Eto'o a aussi 2, mais le problème c'est que Eto'o n'était pas général. Eto'o était un bon soldat, alors on va dire un lieutenant-colonel. Alors que les autres, Mané, Roger Mila, Ahmed Hassan, eux, ils étaient des généraux. Donc au niveau continental, ils sont déjà devant Eto'o. Maintenant, on va à l'international. À l'international, quand on va regarder, Patrick Mboma qui est aussi un général avec 2 cannes. Mais à l'international, quel est le problème de Patrick Mboma? C'est Coupe du Monde éliminée au premier tour. C'est ça Patrick Mboma. On prend Samuel Eto'o. Plusieurs Coupes du Monde, toujours éliminées au premier tour. Donc, palmarès international Coupe du Monde, 0. On prend Mané. Mané, pour l'instant, pas de Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Mané, pas de Coupe du Monde, mais il va la jouer. Mané va la jouer. Si le Sénégal... Pardon? Il a traversé le premier tour de la Coupe du Monde déjà, en 2018. J'ai dit qu'il a traversé la... Ah oui, autant pour moi. Autant pour moi. Mané, Coupe du Monde, il a joué les 8e de finale. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Mané, 8e de finale. Donc déjà meilleur que Eto'o et Mboma. Mané, déjà meilleur qu'Eto'o et Mboma. Au niveau international Coupe du Monde. Alors, Yaya Touré, Drogba, Coupe du Monde, c'est négatif. Ils n'ont pas passé le premier tour. Roger Mila, je pense que là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Roger Mila, c'est le joueur africain qui a eu la meilleure prestation individuelle en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas celui qui a eu le meilleur palmarès en Coupe du Monde, puisqu'il s'est arrêté en quart de finale et que le Maroc a été en demi-finale. Mais le Maroc de la demi-finale, il n'y a aucun joueur marocain qui a déjà le palmarès africain de Cannes, donc qui n'est pas vraiment général. Donc il n'est pas général voilà, il n'y a personne. Donc ce qui veut dire que finalement, Roger Mila, parmi les nominés, reste celui qui a la meilleure carrière internationale, j'entends, en Coupe du Monde. Si on prend donc ces différents critères,
je crois quand même qu'il est difficile de ne pas considérer que Roger Mila est pour l'instant le meilleur joueur africain de tous les temps. En attendant, parce que celui qui peut le challenger et qui le challenge actuellement, c'est Mané. Parce que si Mané fait une Coupe du Monde où il atteint au moins les quarts de finale, comme Roger Mila, et en étant un leader qu'il l'est, je crois que là, il aura pu débattre. Mané serait le meilleur joueur africain de tous les temps. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, sur des critères que nous avons définis, Roger Mila est le meilleur joueur africain de tous les temps, suivi de Mané en deuxième. Et le troisième, ça peut se jouer entre Osama Hassan et je ne sais pas trop qui, parce que j'ai envie de dire que sur le plan de l'impact dans l'équipe nationale, il n'y a pas photo entre Osama Hassan et Tofis. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Pardon? Peut-être que tu peux le comparer avec Bouma. Bouma, mais sauf que Osama Hassan a 4 cannes. Bouma n'en a que 2. Et Osama Hassan était général. Comme Patrick Bouma, c'était général pendant ces 2 cannes. Mais donc Osama Hassan reste quand même devant Patrick Bouma. Oui, c'est vrai. Il reste devant le troisième. Je crois que c'est presque ce que j'avais. Absolument. Donc pour l'instant, premier Roger Mila, deuxième Sadio Mané, troisième Osama Hassan. Je crois que c'est un classement qui se défend. Bon, mais c'est vrai que les beaucoup mieux. C'est vrai que sur les plateformes, pour les Occidentaux, ils vont toujours dire que c'est Ito. Oui, mais je vais te dire, d'ailleurs, Bouba nous l'a dit tout à l'heure, je suis désolé, ce n'est pas parce qu'on est européen qu'on a la science infuse. C'est pas parce qu'on est journaliste sportif ou consultant, soit ancien footballeur qui passe dans les médias occidentaux qu'on a la science infuse. Non, ce complexe-là, il faut qu'on le dépasse. Voilà, il faut partir toujours sur des critères du parce qu'effectivement, si on dit juste comme ça là, de manière spectaculaire, effectivement, il revient à l'esprit de tout le monde de penser que toi est le meilleur joueur africain parce que on a en tête les finales de Champions League, on a en tête le Barça flamboyant et tout ça là. Mais je suis désolé, non. Je pense qu'il dit ça parce que Eto'o détient un record là. C'est quoi? Il a remporté 2 champions League consécutifs avec 2 clubs différents. C'est pour ça que je dis encore que ça, c'est des gens qui sont pas des connaisseurs du football. Oui, parce que tu ne peux pas comparer la carrière d'Eto'o en club et celle de Salif Keita. Ce n'est pas possible. Le faire, c'est être ignorant de l'histoire de l'humanité, ignorant de ce que nous sommes dans un monde où le racisme a été sauvage à une époque et ça l'est encore aujourd'hui, mais moins. C'est-à-dire que franchement, on peut être un analyste footballistique et être con, être idiot, être quelqu'un qui ne connaît rien, qui regarde juste le football pour regarder comme ça. Voilà, c'est ça. On doit quand même regarder le fait qu'un joueur qui est donc très grand joueur, qui joue avec les meilleurs, comment se fait que quand il arrive en Afrique dans son équipe nationale, ça fait flop? Pendant que Eto'o gagnait tout ça là-bas, il n'arrivait même pas à passer le premier tour des compétitions en Afrique. La CAN 2010, je crois que c'était en Afrique du Sud, ou je ne sais pas trop où, ou alors la Coupe du Monde, on a fait flop. Depuis que Eto'o est capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, le Cameroun n'a rien gagné. Le Cameroun sortait toujours au premier tour. Le Cameroun, c'était la bagarre entre les joueurs. Or, il était dans ce que Sadio Mané est aujourd'hui. Bon,
je suis désolé. Si les analystes occidentaux ne tiennent pas compte de ça, c'est qu'ils connaissent le football. En 2008, il aurait pu, en finale de 2008, quand on a perdu contre l'Égypte, s'il gagnait cette canne, il pense qu'il était métronome en 2008, mais malheureusement. C'est ça qui est le désavantage. Alors, Diesel dit donc trop de tautologie nous écarte de la raison. L'objet de votre débat s'érode à la longueur de votre analyse, où vous voulez absolument faire de votre opinion un dogme. Bon, la première remarque déjà ici que je vais faire, c'est que quand quelqu'un n'est pas courtois dans son commentaire, c'est qu'il n'est pas sérieux. C'est qu'il est tout simplement pas bien éduqué. Parce que vous n'avez pas besoin de me froisser pour me rappeler que je n'ai pas raison. Vous n'avez pas besoin de me froisser. Moi, je ne vais pas vous froisser. Les gens pensent qu'ils sont obligés d'être nerveux quand on n'est pas du côté de leur soutien, de leur favori, de leur femme et tout. Non, je suis désolé, vous pouvez être courtois. Quand vous parlez de trop de tautologie, là vous êtes déjà dans tout ce qui est discourtois. Je suis désolé. Moi je ne suis pas sûr que vous êtes capable de tenir des personnes en haleine pendant des temps qui vous écoutent avec intérêt. Je ne suis pas sûr. Sinon, prouvez-moi le contraire. Que vous faites des lives où les gens sont intéressés, où on ne vous considère pas comme quelqu'un qui ne dit rien, en plus qui est dans la tautologie et tout. Je ne suis pas sûr. Donc, évitez souvent de verser dans l'insulte. Je vous le dis. Maintenant, il suffit de venir avec vos arguments et qu'on les juge. Vous n'allez pas m'interdire d'avoir ma pensée à moi. Mais je pense que ici là j'ai ouvert le micro. J'ai mis un lien, je lis les commentaires de ceux qui veulent mettre les commentaires. Hugues Nico a mis les commentaires. Hugues Nico est parti de et toi est le meilleur pour finalement arriver à il n'est plus le meilleur sur la base des éléments que j'ai apportés, des critères que j'ai apportés. Si vous en avez, vous apportez. Je suis désolé. Je sais que ça vous fait mal quand on ne dit pas que c'est tout, mais souffrez d'entendre un autre son de cloche. Et je pars sur des critères qui sont les miens, vous apportez les vôtres. Oui. Je sais que vous pensez que c'est tout, mais je vous dis encore, apportez-moi les critères pour démontrer que quelqu'un qui est général d'une équipe qui gagne, et toi n'a jamais été général. Jamais. Et toi n'a jamais été général d'une équipe qui gagne. Il est un bon soldat. Même au Barcelone, si on reste maintenant sur vos critères de club, il était un très bon soldat à Barça, mais il n'a jamais été le général de Barça. Je dis encore que les prestations en club pour moi ne comptent pas. Enfin, quand ils ne comptent pas, c'est un critère qui est marginal. Moi, c'est l'équipe nationale. Maradona reste le meilleur joueur argentin. Pourtant, le palmarès de Messi est de loin meilleur. Mais il reste parce qu'en équipe nationale, ce qu'il a fait, l'impact qu'il a apporté, aucun joueur argentin ne l'a eu. Non. Si vous appelez ça la tautologie, ok. Que Dieu vous en fasse. Oui, ben donc revenons maintenant sur la question de la CAN. Tu as dit que le Maroc a produit un bon football. Oui. Tu veux prendre tes arguments et moi je vais te donner mes arguments aussi. Alors, non, vas-y sur tes arguments. Je ne suis pas d'accord, comme je dois. Non, puisque tu as émis un propos, donne les arguments. D'accord. Alors, pour moi, le Maroc a été la meilleure équipe de la CAN.
j'ai estimé que le Maroc est le pays qui a eu le jeu le plus léché, le plus construit, et avec une tactique bien définie, et quasiment toujours la même. Donc c'est-à-dire qui n'a pas modifié sa tactique parce qu'elle est en difficulté face à l'adversaire. Le Maroc, c'était toujours un pressing haut, très haut, sur le porteur de ballon. Avec un milieu du terrain dense, avec des latéraux, on les connaît, qui sont des ailiers, et qui étaient toujours en surnombre pour faire la différence. C'est-à-dire que le Maroc a rarement été mis en difficulté. Le Maroc, techniquement, si tu prends le jeu avec le ballon, la manière de dominer le ballon des footballeurs marocains sur le plan de la qualité individuelle des joueurs, il n'y a pas un joueur marocain. Je vais enlever un parce que celui-là, il me devrait faire d'ailleurs une numéro spécial sur lui. Sur les 11, enfin les 14 ou 15 joueurs titulaires du Maroc, parce que au football, même les remplaçants qui entrent, sur les 15-16, il n'y a pas un seul qui n'a pas le niveau international. C'est que ces joueurs-là sont d'un niveau technique largement au-dessus de la moyenne africaine. Sauf leur avant-centre, j'ai même oublié comment on l'appelle, c'est Zaki ou comment on l'appelle, mais le colosse qui bouscule beaucoup, on le remplaçait toujours. Mouilleur, le gars là c'est un dodo comme avant-centre. Il rate les buts comme ce n'est pas permis. Moi je vais marquer les buts. Je pense que lui c'était le maillon faible de l'équipe nationale du Maroc. Mais en dehors de ça, tous les autres, niveau technique individuel, top. Tactiquement, au point. Avec un précis pour moi, honnêtement, d'ailleurs, vous avez vu comment est-ce que le Cameroun a été asphyxié par cette équipe. Et que le Nigeria, qui était quand même une très bonne équipe d'ailleurs, troisième, le Nigeria a été un peu légèrement dominé sur le jeu, regardons, mais beaucoup moins que le Cameroun. C'est pour ça que le principe marocain, on ne l'a pas trop vu parce que déjà athlétiquement, les Nigérians, c'était peut-être l'équipe la plus athlétique. Voilà. Donc, tu prends, le Maroc a quand même rencontré des cadors, enfin, en termes de nations fortes d'Afrique, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, la finale, vous avez vu, ça se joue sur un détail. Le match était assez équilibré, il y a eu des occasions de but de part et d'autre. Voilà, le Maroc aurait pu gagner si le pénalty tiré, on ne sait pas trop comment, non, ils auraient pu gagner comme ils ont perdu. Donc c'est peut dire que pour moi, très honnêtement, ce n'est jamais facile de jouer ce soir. On pense que c'est un avantage, mais psychologiquement, tu sais que si tu te loupes, c'est mauvais, donc il faut être costaud. Et le Maroc a quand même eu tous ses matchs en domination, ou presque, mais n'a jamais été dominé. Voilà pourquoi moi je considère que le Maroc c'est la meilleure équipe du tournoi, à mon avis. Oui, d'après les arguments que vous avez donnés, les arguments que vous avez donnés, les arguments que vous avez donnés sont très convaincants. Mais moi, je pense que le Maroc a pêché à un niveau. Ça n'a pas été la meilleure équipe, moi. Un détail. Parce que quand le Maroc a commencé à jouer sa compétition à partir du Cameroun, à partir du match contre le Cameroun, où ils ont commencé à adapter la stratégie que tu as mis sur pied là. Or,
la stratégie de pressing tactique, tout ça, et technique des joueurs marocains, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et si tu as bien remarqué, après le match du Cameroun, après le match contre le Nigeria d'abord a su maintenir, a su contrôler ça parce qu'il mettait beaucoup d'impact physique et athlétique aussi, ce qui n'était pas le cas pour le Cameroun. Mais quand le Maroc arrive en finale, moi je peux dire qu'ils ont manqué de fraîcheur. Parce que le match qu'ils ont joué contre le Nigeria les a beaucoup fatigués. Et leur stratégie de jeu, le pressing haut, ça prend beaucoup d'énergie. Donc contre le Sénégal, ce qui les a tués, c'est la fraîcheur physique. Et de deux, ils n'ont pas su s'adapter au contre-pressing sénégalais. Si tu as bien remarqué, quand le Maroc a commencé à adapter son pressing haut, les Sénégalais ont bien étudié les Marocains, le jeu. Comment les Sénégalais ont fait pour casser le jeu, pour casser ça? Quand les Marocains, quand le Sénégal a eu le ballon en défense, quand le Sénégal a eu le ballon, ils étaient 2 ou 3. Parce que le Sénégal jouait en 4-3-3. Tu vois, quand le Sénégal a eu le ballon, il y avait 4 joueurs alignés en défense. Quand les Marocains venaient en pressing haut, qu'est-ce que les Sénégalais venaient? Ils les laissaient venir et le bloc du milieu de terrain sénégalais descendait pour donner des solutions. Ça fait que ça cassait le bloc de pressing du Maroc et ça libérait l'espace au milieu du terrain. Et le temps que le bloc défensif restant marocain vient, un joueur sénégalais a demandé la profondeur et ça casse la ligne défensive, ça donne l'opportunité aux joueurs sénégalais de créer du danger. Donc moi je pense qu'ils ont adopté la même stratégie, la même tactique, mais ils n'ont pas su avoir un plan B au cas où cette stratégie est contrecarrée. Et le Sénégal a contrecarré cette stratégie-là. Et comme aussi, ils avaient un désavantage au niveau de la fraîcheur physique grâce au match, aux efforts physiques qu'ils ont donnés dans les derniers matchs, ce qui n'est pas le cas avec le Sénégal. Le Sénégal a commencé avec les petits matchs. Regarde, le Sénégal a joué contre le Mali, qui n'était pas un grand match, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ils ont joué contre le Comore, contre les petites équipes jusqu'en demi-finale. Contre l'Égypte, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. L'Égypte n'a rien foutu. Le Sénégal a gagné 4-4. Donc quand le Sénégal vient en finale, il vient avec plus de fraîcheur et ils étudient mieux l'équipe marocaine. À contrario au Maroc, qui vient avec un peu moins de fraîcheur et avec une tactique. Mais Giovanni, j'entends bien ce que tu dis, mais sur tous les arguments que tu donnes là, mais je ne vois pas un qui contredit donc ma thèse et puis mon choix. Toi-même, tu dis que les Sénégalais... Je vais venir. Les Sénégalais, tu dis que les Sénégalais ont joué contre des mouillants, ils sont arrivés là-bas alors que... Non, c'est une façon de parler. Tu l'as dit qu'ils ont rencontré des petites équipes. Or, l'Égypte n'a pas rencontré des petites équipes, mais l'Égypte, ça va même toujours sorti avec brio. Pourquoi est-ce que tu dis donc que ce n'est pas la meilleure équipe? Attends, je dis que non, je vais te comprendre. Je comprends ce que tu dis, mais je suis en train de dire le Sénégal a commencé la compétition, son parcours était crescendo, c'est-à-dire doucement, et ils ont su augmenter, tu vois, leur efficacité au fil de la compétition. Ça fait que le match contre le Maroc, pour moi, ils avaient plus de fraîcheur et ils ont su contrecarrer le jeu marocain. Donc pour moi, le Maroc n'est pas l'équipe, c'est la meilleure équipe pour moi. De façon tactique, c'est la meilleure équipe, oui. Mais la meilleure équipe tactique, ce n'est pas forcément la meilleure équipe. Pour moi, c'est l'équipe qui sait mieux s'adapter au contexte. Le Sénégal s'est mieux adapté au contexte que le Maroc. D'accord. Sur le plan tactique, le Sénégal s'est adapté. Et sur le plan mental, aussi, le football, ce n'est pas seulement le jeu, il y a aussi le plan mental. Le Maroc a aussi, une fois qu'ils ont vu leur stratégie, leur tactique contrecarrée, mentalement, ils ont reçu un coup et le Sénégal a pris l'avance. Bon, c'est ce détail-là qu'on ne voit pas, mais qui pour moi Mais tu sais, non, c'est toujours facile, hein, c'est toujours facile d'expliquer les choses après coup. Très honnêtement, cette finale et la fin du match est quelque chose d'inédit dans les annales du football. Au point où on ne sait pas comment est-ce qu'on peut
bien analyser un match comme celui-là et expliquer la victoire de tel ou tel. Parce qu'en réalité, si on reste sur un comportement classique qui veut que, même si tu estimes que bon, l'arbitre est injuste, tu n'arrêtes pas le match, tu ne sors pas, tu ne vas pas au vestiaire. C'est des choses qu'on ne voit pas dans le football moderne. Ça, c'est au Quat à l'époque, au Quat, le football du quartier, qu'on voyait ça. Dans le football moderne, ça ne s'est jamais vu. Ce qui veut dire que, normalement, toute l'analyse que tu fais là, on serait en train d'analyser en tant que le Maroc a gagné. Parce qu'en réalité, il y avait pénalty marocain. Donc, s'il n'y avait pas arrêt de jeu des Sénégalais pour sortir et tout, je peux aussi présupposer que le tireur du pénalty, Diaz, serait dans un autre état d'esprit. Parce que nous, quand on voit quelqu'un, et là c'est même le médecin qui parle, tu vois la tête de Diaz, quand il prend le pénalty, quand il va tirer tout ça là, mais tu as besoin que ce gamin là il est ailleurs. Parce que nous, on ne nous montre pas tout, mais eux sur le terrain, ils voient tout ce qui se passe. Pendant qu'on tirait le pénalty, apparemment dans l'autre goal, il y avait des bagarres là-bas, les citoyens qui étaient sur le terrain, et quelque chose quand même d'hallucinant. Donc, tu vas tirer un coup comme ça, tu te dis, mais quand même, peut-être dans ton subconscient, tu te dis, mais quand même, je rate ça pour que, vraiment, qu'on reparte à zéro. Quand on est compétiteur à ce niveau-là, tu ne peux pas dire que tu rates tu tiens à gagner seconde de... Giovanni, je suis désolé, c'est facile quand on est derrière un clavier, on parle, tu n'es pas footballeur. Tu n'étais pas dans la tête de ce monsieur. Voilà, je vois, c'est le médecin qui te parle. La gueule de ce monsieur-là, son expression. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un état normal, d'un match normal qui se déroule normalement. Je suis désolé. Voilà. Donc, l'état d'esprit, même simplement, ça compte. Ce qui veut dire que la fin du match, c'est déjà un faux match. C'est n'est plus un match. Et c'est même normal que les Sénégalais aient un ascendant. Tu sais ce que je veux dire que tu vois que tu as déjà perdu parce qu'on t'a même sifflé un pénalty. Donc, tu as dû voir comment tu as perdu le match. Et puis, tu te mets à faire des choses, on ne joue plus, machin, tout ça, ça fait 15 minutes de cassure. Et pendant ces 15 minutes de cassure, il y a le moral qui n'est plus là, surtout de celui qui doit aller tirer un pénalty. Et il rate le pénalty. Tu sais, toi, le Sénégalais, qui sort de loin, tu as vu la mort, tu es ressuscité, tu connais la grinta que tu auras par rapport à l'autre. Tout ça, c'est des éléments qui influence un match. Donc, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, c'est là, c'est la meilleure équipe, ils ont tout le tactique, la preuve, ils ont gagné la canne. Je suis désolé, il faut relativiser ça avec ce fait de match qui est inédit dans les annales du football. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je t'ai parlé du contexte du match, parce que dans le contexte du match, où ça a basculé justement, ça a pris ce pénalty-là sur le plan mental. Mais selon moi, M. Boni, moi je pense qu'il y a une injustice parce que le but que le Sénégal marque et on refuse, d'abord l'arbitre a fait une erreur, mais d'abord le but est refusé. Pour moi, c'est pas normal, il n'y a pas faute sur Hakimi. Non, tu vois, toi tu dis qu'il n'y a pas faute. Toi tu dis qu'il n'y a pas faute. Il faut simplement dire que il n'y a pas eu la VAR. Il n'y a pas eu la VAR parce que l'arbitre avait déjà sifflé avant. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. S'il faut qu'on se mette à annuler tous les erreurs d'arbitrage, si tu passes le principe qu'il n'y avait pas faute, mais c'est pas qui le dit. Peut-être que la VAR nous aurait dit le contraire, qu'il y avait peut-être faute ou pas, peu importe. Mais s'il faut que maintenant toutes les erreurs d'arbitrage soient annulées, bah écoute, on ne va pas simplement accorder le but du Sénégal que la avait refusé. On va accorder tous les buts vrais que les arbitres ont refusés par erreur et ainsi de suite. Donc on va recommencer tout le football mondial et revenir les classements. À un moment donné aussi là, soyez un peu sérieux. Si on parle sur
un match normal, si on passe sur un match normal, c'est-à-dire que les erreurs d'arbitrage font partie d'un match. L'arbitre n'avait pas accordé le but sénégalais. L'arbitre a accordé le pénalty aux Marocains. Les Marocains auraient tiré le pénalty. S'ils avaient tiré le pénalty 15 minutes avant, 20 minutes avant, sans qu'il y ait eu tous ces problèmes-là, peut-être qu'ils auraient marqué le but. Peut-être on ne le saura jamais. C'est pour te dire que, honnêtement, ce match-là, à la fin du match, bien beau, celui qui va venir jouer maintenant au vrai analyste. Moi, je ne veux pas analyser ce match-là, honnêtement. L'arbitre aussi a un peu manqué d'équilibrisme parce que la faute contre ici fait contre Diaz, c'est 50-50. C'est 50-50 et non. Vu déjà. Non, c'est pas vrai. Là, tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas vrai. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde, tous les analystes sont d'accord sur le fait qu'il y avait pénalty. Là, il y avait pénalty, ça ne se discute même pas. Le pénalty était juste. Personne n'a jamais discuté le bien fondé du pénalty. C'est le fait qu'on ait refusé le but aux autres parce que la VAR n'a pas été sollicitée. C'est là où les gens disent que bon, c'est sur ça que les Sénégalais se sont approchés. Mais pour le Mawashi Geri que Diaz a subi, honnêtement, Giovanni, quand même, tu ne peux pas dire qu'il n'y avait pas pénalty, il y avait pénalty. Et bon, la réaction des Sénégalais aussi, même si c'est moi ma place, moi je suis honnête, je devais faire la même chose. Parce que avoir un pénalty à quelques secondes de la fin, en plus d'avoir le sentiment d'avoir que l'arbitre a refusé un but. Tu sais pourquoi tu allais faire la même chose? Tu sais pourquoi? Tu allais faire la même chose parce que tu es un Africain. Là, c'est la honte de l'Afrique. Je suis désolé. On n'a jamais vu ça. Pourtant, je dis encore que les injustices, les erreurs d'arbitrage, c'est sur tous les terrains du monde. Mais on n'a jamais vu ça. N'apprenez pas à célébrer ce qui n'est pas bien. On n'a jamais vu ça. Ça se fait pas. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éprouvé les sénateurs. Ils ne voulaient pas laisser ça faire comme ça. Et bon. Giovanni, ça ne se fait pas. Tu sais, apprenons à. Non, il faut être sanctionné. Normalement, c'est dans la loi FIFA, c'est sanctionné. Apprenons à être des êtres humains comme les autres. Ouais, moi, j'ai toujours dit ça là. Au-delà de tout ça, quand même, quand vous analysez le match, avant la fin du match, avant ce qui s'est passé là, quand même, vous avez vu que le Maroc a quand même manqué un peu de fraîcheur technique sur le plan athlétique. Il faut quand même qu'il était un peu fébrile. Ouais, c'est toi qui venait de dire qu'ils ont eu une débauche d'énergie importante lors des précédents matchs. C'est toi qui as dit, parce que même le match contre le Cameroun qui gagne, ils ont dominé le match, mais mettre une telle intensité, ça, vous laissez les plumes, mettre une telle intensité comme ils ont mis au Cameroun, le Cameroun ne voyait pas le ballon, le Cameroun n'a aucun tir au but, ça vous laisse ça vous plume, voilà, il y a eu ça, et après, ils doivent enchaîner contre qui? Contre le Nigeria, avec l'impact physique du Nigeria. Épuisé aussi. Ça sent donc c'est normal. Pour moi. Ouais, c'est normal. Ok. Très bien. Bon, écoute, merci pour cette analyse. Et je pense que là, on a quand même fait le tour de la question. Et puis, l'essentiel, c'était d'essayer un peu d'apporter notre contribution à l'éternel débat de qui est le meilleur joueur africain de tous les temps. Et là, on s'attend quand même à dire que les critères les plus importants ne doivent pas être les performances dans les clubs occidentaux, mais les performances dans les équipes nationales respectives de chaque postulant, de chaque nominé. Quel est le rôle du joueur dans son équipe nationale? Qu'est-ce qu'il a gagné avec son équipe nationale? Et quel était son impact? Quelle était sa position? Quel était son leadership dans cette équipe nationale qui a gagné? Voilà, donc si on tient
en compte tous ces critères-là, quelle est la qualité technique intrinsèque du joueur. Si on tient compte de ça, je pense qu'il y a des joueurs qui se dégagent rapidement. C'est Sadio Mané, Roger Mila, Osama Hassan, et puis pas grand monde. Voilà. Et si on va sur la performance de cette équipe nationale, de ce pays, au niveau de la Coupe du Monde, et l'impact du joueur au niveau de la Coupe du Monde, là rapidement, Roger Mila fait la différence. Donc honnêtement, moi j'ai toujours dit que Roger Mila, je laisse même un autre critère, parce que si on prend même celui-là encore, c'est-à-dire que la qualité technique individuelle du joueur, honnêtement, Osama Hassan, Sadio Mané, Roger Mila, Eto'o Mboma et tout ça là, il n'y a même pas photo. Roger Mila, c'est le joueur le plus technique de tous. C'est le gars qui, le ballon pour lui, c'était comme le bonbon. Un peu comme Maradona. Il dominait le ballon. Techniquement, il n'y a même pas photo. Donc le gars, Roger Mila. En attendant la Coupe du Monde du Sénégal et voir si Sadio Mané va venir. Parce que Sadio Mané, c'est celui qui talonne le plus Roger Mila actuellement. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai. Selon ces critères-là, c'est ça. Voilà. Merci Giovanni, merci à tout le monde, merci d'avoir été là. Monsieur Boni, pour revenir avec des sujets d'actualité intéressants dans le football, bon, c'est... Non, mais quand même, soyons sérieux. Il y a eu la finale hier, on est dans l'actualité, parler du football, c'est bien de parler de ça. Maintenant après, effectivement, on doit revenir sur le sujet de l'actualité politique camerounaise, voilà, et puis on le fera à partir de demain. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite.